Bonjour à tous. Avant le début de l'épisode, nous aimerions nous excuser pour la qualité audio de celui-ci. Les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales et les prochains épisodes seront de bien meilleure qualité, je vous le garantis. Je vous souhaite un agréable moment et une très bonne écoute. La 13. La 13. Bonjour à tous et bienvenue à bord de la 13. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble en compagnie du grand, du légendaire, mais surtout de l'authentique Taipan, mesdames et messieurs. Taipan, très ravi de t'accueillir et je suis également hyper reconnaissant que tu aies accepté notre invitation. Et sache que ça fait un moment du coup que je t'écoute et j'apprécie ce que tu fais. Merci pour l'invitation, Khalil, ça va? Ça va très bien. Je vais t'expliquer rapidement comment ça va se passer. Donc la 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien que tu dois connaître. Et du coup, elle est répartie en plusieurs arrêts. Et à chaque arrêt, on va essayer d'aborder un sujet différent pour Ouais, mieux te connaître, toi, ta musique, ton parcours. ok. Est-ce que ça te va comme concept déjà? Ouais, c'est marrant. De toute façon, elle est testée et approuvée, la ligne 13. C'est ça, Ça va exactement. raviver des souvenirs. Moi, je l'ai pris pendant des années pour aller à la fac. Et du coup, juste petit point important, ça reste une discussion, donc un échange totalement ouvert. Rien ne nous oblige à rester bloqué à un arrêt prédéterminé. On peut prendre le temps d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre. On peut faire des détours, des allers-retours. On verra où ça nous mène. Mhm. Est-ce que tu es prêt à embarquer avec nous? Allez, hein. C'est parti. Taipan, comment ça va? La forme et toi. Ça va, je te remercie. Il y a quelques jours, tu as sorti un nouveau son, du coup, Enfant Indigo, Ouais. que moi je trouvais extraordinaire. Mais avant de parler d'actu, moi j'aimerais qu'on commence par s'arrêter un moment en Lorraine, si tu veux bien. Mhm. Euh, Et Aujourd'hui, sur on la te- ligne 13, c'est là? J'avais su, je crois. c'est une nouvelle ligne 13. C'est le Grand Paris maintenant. Mm. Aujourd'hui, on peut dire que les auditeurs du rap français forment un groupe très hétéroclite. Donc ça va des enfants maintenant, aux adolescents, jusqu'aux jeunes adultes, voire les adultes tout court. Et Voir c'est les un, adultes tout court, hein, ouais. Voire les adultes tout court, effectivement. Et c'est un style qui s'est démocratisé ces dernières années, ça reste assez récent. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quoi ressemblait toi ta vie quand tu étais adolescent. Niveau musique, référence, même style vestimentaire, etc. À quoi ressemblait Taipan à cette époque-là? C'est ça, et c'était il y a fort longtemps. Quand tu dis les adultes, moi je viens de faire 40 ans là cette année. Mon adolescence, c'était les années 90. C'était le premier album du Wu-Tang, le premier album de Dre, le premier album de Snoop, euh, le premier album de Nas, Ouais. les, tout, la, tout l'âge d'or, comme on dit, même si je suis pas trop d'accord avec ce terme, mais voilà, c'était ça. Ben, nous, en fait, moi j'ai grandi dans une cité minière du nord-est de la France, les cités Sœurs. Et nous, le rap, c'était avant tout, à la base, c'était la bande-son quand on jouait au basket, quoi, où on tapait des foot. Donc c'était un peu notre bande-son pour faire du sport, quoi. Et voilà, c'était ça, le cadre, hein, cité minière, tape des foot sur de la crassette et puis t'écoutes du boom bap, quoi. Ouais. Et mais moi j'ai remarqué que pour notre génération, en tout cas les enfants du XXe siècle, euh, le rock a été une sorte de première étape incontournable pour le développement de notre culture musicale. Et j'ai entendu lors d'une interview que c'était le cas pour toi aussi. Ah ouais, Euh, avant même d'avoir écouté du rap, ouais, j'écoutais Guns N' Roses, c'était parce qu'il y avait Terminator 2 là, qui était sorti. Et la BO, c'était Guns N' Roses, c'était un de mes premiers trucs que j'écoutais. Euh, et ma maman, elle vient elle écoutait beaucoup The Doors. ok. Euh, et du coup, j'écoutais ça aussi, forcément. Et mon beau-père, lui, il écoutait Brassens. Donc, ma mère m'a mis dans The Doors et mon beau-père, il m'a mis dans Brassens. C'est un peu les trucs qui tournaient à la maison avant Ouais. qu'il y ait du Wu-Tang, quoi. Avant que je prenne possession des lieux et que je les rende dingues avec la suite des événements. Du coup, c'était un peu éclectique. Enfin, c'était varié ce que tu écoutais à cette époque-là. Je veux savoir si toi, quand est-ce que tu as commencé à te faire ta propre identité musicale? Quand est-ce que tu as commencé à, je sais pas, peut-être diguer un peu pour chercher soit de le rock à l'époque ou le rap plus tard? Bah, en 94, j'ai un pote, il est parti à Los Angeles avec le lycée.
Ils ont fait un grand voyage et en fait, il est revenu avec tous les premiers albums là que je t'ai cité, tout ce qui est Oui. sorti avant 94. Donc le premier Snoop, le premier Dre, l'album du Wu-Tang, l'album de Nas, les NWA et compagnie. En fait, c'est l'album de Domino, le premier, enfin plein de gros classiques des 90s, quoi, tu vois. Et c'est là vraiment que j'ai pris ma première tarte musicale. Le premier morceau de rap que j'ai écouté, c'était De La Soul, Ring Ring Ring. Ok. Je crois que c'était 92, mais celui-là, c'était déjà un succès commercial. Tu pouvais l'entendre au Hit Machine ou des trucs comme ça, ou les trucs de l'époque, le top 50 et tout. Euh, mais vraiment, quand j'ai découvert le rap, celui qui passait pas à la télé, c'est là que j'ai pris ma claque et que je me suis mis là-dedans, quoi. Et tu t'es dit, bon, bah ça, c'est mon style de musique maintenant. Ouais, Ok. ouais. Surtout, c'est le Wu-Tang, quoi, qui m'a mis la plus grosse gifle et Snoop. Parce que c'était nouveau à l'époque, ils ont apporté, enfin, je te pose la question parce que c'est pas du tout ma génération, je suis en 97, mais ils ont ramené une fraîcheur qui n'existait pas ou un flow qui n'existait pas encore, c'est ça qui t'a attiré le plus? Je crois que le Wu-Tang, j'aimais bien le côté sauvage et kung-fu, tu sais, j'étais très... moi, mon idole de jeunesse, c'était Bruce Lee, j'aimais bien les arts martiaux, tout ça et tout, et quand je voyais avec des mecs, là, ils arrivaient avec des capuches, ils se prenaient pour des ninjas, puis le son, il était dur, minimaliste, les mecs, ils avaient une fougue de ouf et tout. Ça m'avait parlé. Et à l'inverse, Snoop, j'aimais bien le côté musical, quoi, le côté laid back, funky et tout, ça me Oui. parlait aussi. Et c'est vrai que Wu-Tang, ils avaient un petit côté Shaolin Mm. qu'ils ont ramené. Et moi, ce que je veux savoir, je retourne un peu à Guns N' Roses, est-ce que le rock au début, ça t'a apporté quelque chose ou t'a permis d'apprendre quelque chose sur tes propres goûts à toi? Parce qu'on va en parler plus tard, mais je pense notamment au choix de tes prods. Et quand je dis ça, depuis le début de ta carrière, elles sont plutôt très diversifiées, mais restent mélodieuses, quoi. Ouais, merci déjà. Après, quand j'ai commencé à écouter ces trucs-là, je pense que c'est à un âge où tu te poses même pas encore ces questions-là, de savoir qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça te fait et tout. Ben, tu sais, quand tu écoutes de la musique, quand tu es jeune, c'est archi Bien spontané. sûr. C'est même avant de vouloir appartenir à des codes, parce que finalement, après, quand j'ai commencé à écouter du rap, on avait grave un côté sectaire, tu vois, genre... tu vois, on était même archi intolérants. Moi, je m'en souviens quand le deuxième album de Nas, il est sorti avec If I Ruled the World. Les petites meufs de ma classe, elles commençaient à connaître Nas. Et du coup, j'avais la rage de plus, tu vois, de plus avoir, tu sais, mon Nas pour moi, quoi. Tu sais, je veux dire. Et, on avait un côté super sectaire que j'avais pas au tout début quand j'avais 8 9 ans et que je commençais à écouter de la musique de manière complètement spontanée. Et quand je me suis, on va dire, libéré de mes chaînes sectaires, on va dire, plus tard, tu vois, avec l'âge de la maturité, quand tu pratiques la musique, du coup, et que tu découvres que finalement, toutes les musiques, elles ont le même tronc commun, qu'elles partagent toutes des choses, tu vois, enfin, tu vois, aujourd'hui, je parle même plus de genres musicaux, je parle d'humeur. C'est-à-dire, tu prends la même partition, tu peux jouer du métal ou de la bossa nova compte tenu de ton humeur, tu vois. Et Hmm. donc, un genre, en fait, c'est juste comment tu te sens, quoi, tu vois. Donc, je préfère parler d'humeur musicale. Et, et donc, c'est là que ben, les guitares électriques ont pu refaire surface dans mes compos et dans mes playlists de ce que j'écoute avec des trucs comme les Black Keys, les Arctic Monkeys et tout. Enfin, j'écoute pas mal de rock encore aujourd'hui. Mais D'accord. j'écoute pas mal de tout aujourd'hui d'ailleurs. Et merci le rap parce que tu vois, dans les années 90, on devait sampler, chose qui se fait de moins en moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était que à base de samples. Et en fait, nous, c'est le rap qui nous a fait notre culture musicale et même, j'ai envie de dire, même ma culture littéraire parce que on avait envie d'écrire en bon français, on voulait faire des bonnes rimes, des trucs comme ça. Et du coup, on a découvert des mecs qui punchlinaient bien avant le rap, quoi, tu vois. Et Effectivement. donc voilà, c'est le rap, je lui dis merci parce que c'est lui qui m'a fait toute mon étoffe musicale et, et, et littéraire, quoi. Bah, merci le rap et du coup merci le basket aussi parce que comme Ouais, tu viens de le dire, c'est grâce au basket que t'es passé au rap. Ça faisait vous avez besoin de musique de rap pour faire vos vidéos. Et, euh, et moi, ce que je veux savoir, c'est déjà pourquoi le basket et à quel moment?
Je crois le basket tout simplement parce qu'il y avait un terrain pas loin de chez moi, puis du coup tu sors, bah, t'es là, il y a des gens, tu joues, tu te poses pas trop de questions. En plus, on venait d'un village où il y avait pas grand-chose et tout, je t'ai dit, c'était Oui. des minières et tout, c'était un peu mort. Et ben, si te mettent un terrain de foot et un terrain de basket, il y a que ça, donc bah, tu vas taper des foot et taper des baskets. Et moi, je sais que j'ai fait une croissance assez jeune, tu vois. J'ai vers 12 13 ans, j'avais déjà quasi ma taille d'adulte, tu vois, donc ils m'ont foutu au basket et j'étais bon parce que bah, je faisais 20 centimètres de plus que tout le monde, donc tu vois, ça marchait, quoi. Je comprends. Et donc je me suis mis au basket. Enfin, le sport et le basket, du coup, a pris une grande place dans ta vie, mais aussi dans ta musique, parce que il revient souvent dans ta carrière. D'abord, tu en as parlé dans des sons. Moi, je sais que, enfin, à la fin de Kramagram, tu dis qu'à la base, tu devais être sportif de haut niveau, mais ça revient aussi pas mal dans tes rap contenders. Enfin, on te le sort souvent. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est pas fait exprès ou est-ce que c'est toi qui le revendiques? Comment ça, le basket? Oui, le basket, ça revient. Ça revient, tu vois, bah, tu sais, quand tu racontes ce que tu as vécu, donc voilà. Ça a une place quand même dans ton identité musicale. Enfin, on sait que Taipan, enfin pour les gens, la plupart des gens, on sait que Taipan a fait du basket. Si on le sait pas grâce à ta musique, on va le savoir sur tes rap contenders. Est-ce que c'est toi qui as voulu avoir cette image de rappeur et basketteur ou pas du tout? C'était pas calculé. Non, d'ailleurs, c'est plus le cas depuis fort longtemps, hein. Là, j'avais tenté de me réinscrire dans un club il y a quelques années, c'était dramatique. Ah Mais ouais. quand j'étais, on va dire, de mes 10 ans jusque la majorité, on va dire, c'était une grosse, grosse, grosse partie de ma vie où je pensais pouvoir finir pro, où j'ai fait sport-études, tout ça et tout. Puis après, ben, tu tapes la sélection naturelle, quoi, tu vois. J'ai fait Oui. équipe de Lorraine, présélection équipe de France. Puis là, tu te rends compte que même avec toute la motivation du monde, il y a des mecs, naturellement, ils te surpassent, tu vois. Euh, donc, tu tapes, ben, je suis allé vraiment taper le plafond de ce que je pouvais faire à ce niveau-là, quoi. Ok, ok. Et du coup, t'as pas gardé ça aujourd'hui. C'est un Et peu non, compliqué. because la drogue, because les meufs, because la musique. Et j'ai envie qu'on parle d'un truc. T'as commencé le rap avec ton cousin, c'est Hachi. Ouais. Vous aviez un groupe qui s'appelle Taichi. Et il y avait énormément de techniques, des rimes et des flows hyper riches. Mais dès ton premier album, pour lequel, je le rappelle, il y a eu trois versions pour que ça puisse être perfectionné. T'étais pas satisfait, j'imagine, des deux premières versions. Mm. Comme je l'ai dit avant, les prods, elles étaient variées. T'avais des textes mélodieux, tu t'es un peu ouvert musicalement. Euh, d'où t'es venu, comment ça a commencé cette envie de vouloir cette prod-là et pas rester que sur du boom bap? Alors déjà, c'est Hachi, attention, c'était lui qui était en charge de la conceptualisation musicale. Et bah, c'est quelqu'un qui a une grosse culture musicale. Et, et du coup, ça c'est surtout une question qu'il faudrait poser à lui parce que c'est lui qui avait justement ce recul, pour, on va dire, analyser ce qui marcherait bien par rapport à ce que j'avais à raconter d'une part, et deux, voir dans quel sens tout ça, ça allait, en termes de technique de production. Je m'en souviens, on a sorti une compile au début des années 2000 où le mec, il avait déjà compris et pressenti tout ce que le son d'aujourd'hui, ça allait être. Il y a des sons, ils sont complètement visionnaires, où tu as des BPM ralentis, des trucs à 140 BPM qui tournent à 70 avec des flows, que, qui sont complètement actuels. Et je Oui. sais que justement, il avait tellement de science et de calcul à ce niveau-là que c'est lui qui a ramené et on va dire la musicalité et la forme technique de l'évolution qui allait suivre après le boom bap. Donc ça, c'est gros big up à CHI pour tout ça. C'est pas à moi que tu dois poser cette question-là. Bah, j'ai essayé, en tout cas, oui, effectivement, big up à CHI, et j'imagine que ça doit être trop bien du coup, de commencer le rap avec quelqu'un qui est aussi visionnaire que CHI. À fond. Et CHI, c'est un mec, il a quitté l'école super jeune pour s'acheter il a commencé à bosser très jeune et à s'acheter des D'accord. machines et tout. Si, s'il n'avait pas fait ce grand saut dans la vie active, tu vois, à 14 15 ans, tu vois, il est parti, il a quitté l'école et il a dit, hop, allez, on va au charbon. Et,
Il a vraiment décidé de se mettre dans la musique très tôt, quoi. Ouais, 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 ouais. Mmh, et du coup, on serait peut-être même pas là en train de se parler, quoi. Ok, Mmh. ok. D'accord, d'accord. Mais parmi ces prods mélodieuses, dès le début, il y en avait qui étaient de toi aussi. Ouais, je me suis mis à la prod assez tôt aussi, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Heu, je crois que c'est un truc de rappeur de vouloir toujours glisser une prod, sur des albums produits par les autres. Mais ouais, ouais, c'est un truc qui m'a très vite chauffé, ouais. Comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit, bon, bah, je vais me mettre à composer aussi Bah, parce que je euh, voyais ça hacher, je dis: «Putain, mais c'est cool ce que tu fais, ça a l'air bien». Il me dit: «Mais arrête de faire ça, va rapper connard et tout». Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si tu préfères écrire ou composer quand même? En fait, les 2 aujourd'hui sont en symbiose, c'est-à-dire quand j'écris, je cherche tout de suite une mélodie qui va coller à ce que je raconte et inversement, si je produis, j'ai direct des images dans la tête qui Donc ça t'aide. Mais moi, je sais au début, enfin, moi, quand j'ai su que tu as commencé à composer, etc., je me suis dit, bah, ça se comprend parce qu'au final, à l'époque, quand tu allais sur YouTube, il n'y avait pas de type beat. Et c'était compliqué d'avoir des prods. Moi, je me suis dit que peut-être, enfin, il a décidé d'arrêter de galérer à chercher des prods, etc., et qu'il s'est dit, bon, bah, mes prods, je vais les faire tout seul, ça va me coûter moins cher et je vais moins galérer. non, c'est pas ça, comme je te dis, c'est vraiment Oui, le côté dès que tu écris, tu as une musique qui te vient en tête et quand tu as une musique, tu as des textes. Donc c'est en fait, c'est vraiment l'un et le prolongement de l'autre, et instantané, du coup. Hem, alors que trouver chaussure à son pied, après coup, c'est peut-être un peu plus compliqué, tu vois? Ou alors tu reçois une prod et là, tu vas te mettre à écrire dessus parce que tu as eu un coup de cœur sur la prod, ça marche assez spontanément. Mais quand tu as un texte déjà écrit et comme je t'ai dit, trouver la chaussure à ton pied, ça peut être un peu long. Alors que voilà, quand tu es sur le piano, ben, tout se passe, en synchronie, quoi. est-ce que tu as déjà placé des prods, du coup, pour d'autres artistes? Pas que je me souvienne, non. D'accord, ok. Juste parce que tu n'en avais pas envie, ça t'intéressait pas? Ça t'intéressait pas? J'ai jamais trop démarché. Ah si, j'ai passé un son à Cadas, là, il y a pas longtemps. Hem, là, je réfléchis, mais ça se trouve peut-être et j'ai oublié, hein, mais Ok, d'accord. Ok, ok. Et je sais ah, il y a qu'aujourd'hui... Ascofi aussi, il m'a pris une prod, ouais, Ascofi. D'accord. Sur le dernier projet? Sur le prochain, là, qui arrive. Sur le prochain qui arrive. D'accord, ok. J'ai parlé avec lui aussi sur Insta dernièrement et franchement, j'adore ce qu'il fait aussi. Je trouve Bon gars, ouais. projet très, très intéressant. Et je sais qu'aujourd'hui, tu fais le métier d'ingé son. Ouais. Tu mixes, tu masterises également. Mmh. Euh, Comment t'en es arrivé à faire ce métier-là, qui est un peu différent et qui demande des skills particuliers? Il faut vraiment apprendre, quoi. C'est un métier Ouais, ouais. à part entière. Comment t'es arrivé à le faire? Quand j'étais chez Beaumaillé, là, il y a le gars qui mixait mes albums, il s'appelle Jérémy Tulle. Il était plutôt enfin, au début de sa carrière, pas au début, mais en tout cas bien moins loin qu'il ne l'est aujourd'hui et il avait un studio, là, il bossait à un studio Météor, c'était dans Châtelet. Et déjà, j'assistais à mes mix, je trouvais ça fascinant. Enfin, c'était un truc qui m'intéressait à mort et tout, voir comment tu tournes des boutons, les compresseurs, les EQ, les tables de mix, tout ça. C'était vraiment Ouais. un taf de voir comment un son qui sonne pas encore, il va aller taper les trucs que j'écoutais, quoi. Tu vois, ça me fascinait. Et, euh, et quand Jérémy, il s'est mis un peu euh, bien official dans l'industrie, on va dire, il a commencé à faire Patrick Bruel, Maître Gims et tout. Et, euh, et ses tarifs se sont Maître Gimsisés, tu vois. Oui. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, à ce prix-là, tu fais vite le calcul, j'achète le matos, j'apprends à faire, quoi. Et moi, je sais que je suis assez autodidacte, là, dès que j'ai envie de savoir un truc, j'ai assez facile à m'auto-apprendre les trucs. Oui. Donc, bah, j'ai fait le calcul, hein, je dis, bah là, si je dois... Parce qu'après, quand j'ai quitté Beaumaillé, tu vois, ben, on avait monté un label indépendant qui s'appelait E2. E2? Oui. Ouais. Et, et du coup, pour le coup, là, bah, tu fais vite le calcul, tu dis, bon, bah, là, le prix d'un album, j'ai autant fait de m'acheter. Au début, on a commencé avec une petite carte UAD, tout ça, machin, on se prend des plugins et puis on apprend à mixer, quoi.
Et Est-ce que c'est pas un temps que tu perds sur... Enfin, les artistes, j'imagine, ils ont un délai pour préparer un album. Est-ce que quand tu te mets aussi à la composition des prods et après au mix et au mastering, est-ce que c'est pas un temps que tu perds pour faire d'autres sons ou peut-être retravailler plus les textes, etc. bah, c'est un temps que tu perds, un temps que tu gagnes. C'est-à-dire, pour les prods, en l'occurrence, comme je te dis, le temps que tu trouves chaussure à ton pied, ça peut être aussi long que t'être fait ta Oui. propre prod. Et pour le mix, bah, le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est de l'argent que tu gagnes. Donc, du temps, enfin, tu vois, c'est du temps que tu perds, mais c'est de l'argent que tu gagnes, quoi. Au final, tu arrives à te retrouver dedans, Mhm. quoi. Du coup, en parlant de prod et de CHI, j'ai trouvé sur YouTube une vieille vidéo de Taichi. Je crois que c'était un freestyle dans une voiture, ça s'appelle Dans notre coin. Ah ouais, c'est Bon. quand on monte à Paris pour le concours Max 209, ouais. Et effectivement, et du coup, on vous voit toi et CHI sur le trajet. Est-ce que tu peux me donner des anecdotes sur cette époque-là un petit peu? Alors, faut savoir que j'ai zéro mémoire. Mais en tout cas, c'est un son très technique. Et encore une fois, il faut que tu parles de Sachi pour tout ce qui est mémoire. Gros, non, mais laisse tomber, son cerveau, c'est un classeur, c'est un disque dur plein de terras avec tout qui est encore à sa place. Moi, tu sais, j'ai une mémoire très abstraite, hein. Bah, je serais ravi de parler avec CHI peut-être une Ouais, j'en prochaine parlerai, fois. ouais. Et du coup, c'est un son très technique et en le réécoutant plusieurs fois, j'ai fait un rapprochement. Tu me dis ce que tu en penses. J'ai fait un rapprochement avec les casseurs flotteurs. Donc je sais que c'est un peu facile et que c'est Ah ouais, bien. ouais, le parallèle, il est faisable, hein. Ouais, ouais. Et c'est bien avant l'époque casseur flotteur, mais on retrouve cette image de jeunes en fait qui ne viennent pas de Paris, qui veulent faire des choses et qui sont plein d'autodérision aussi. Et on retrouve cette fierté également de représenter sa vie comme Orelsan avec la ville de Caen. Et Et j'étais veilleur de nuit dans un hôtel comme Aurel et tout. Il y a plein de c'est parallèles vrai. qui se font. Ok, donc ok, ça je savais pas. Et j'ai noté des petites phrases. Tu parles de Thiel, pardon, en disant qu'un mariage sur 10 peut être consanguin, Mm, qu'il n'y a pas de jet set et que toutes les soirées finissent par kebab et frites. Le mm. public c'est la star, c'est lui qui arrive en retard. Enfin bref, tout ça pour dire que, bah là tu viens de confirmer. Donc tu penses que cette comparaison peut avoir sa place? Ouais, ouais, clairement, on se l'est déjà fait à nous-mêmes. Genre, il y a un axe de symétrie chelou, parce qu'en plus, je crois, si tu prends Caen et la Lorraine, tu sais, ils sont sur le même axe et tout. Oui. Non mais c'est drôle surtout que est-ce que tu penses que du coup il y a une sorte de politique un peu de défaite parmi les rappeurs qui sont pas de Paris ou même de Marseille à l'époque? Bah, surtout à l'époque d'avant les réseaux sociaux, quand t'es dans le désert, t'es dans le désert de ouf, quoi. Genre, tu te sens vraiment seul pour le coup. Je crois qu'aujourd'hui, ça a tendance un peu à s'estomper, où un mec qui est au fin fond du trou du cul du monde, il se fait une vidéo et il peut buzzer, tu vois, vite fait, quoi, tu vois. Mais nous, à l'époque, quand tu voulais te faire connaître, bah, il y avait des magazines spé, il fallait prendre des pages de pub, il fallait monter à la radio, fallait être sur place à Paris et tout. Bon, c'est encore le cas, mais tu vois, beaucoup moins qu'à l'époque. Oui. Tu sais, je veux dire, nous, vraiment, on se sentait dans le désert, quoi. Genre, on sentait qu'il y avait tout à faire, tu vois, parce qu'il n'y avait rien. Bah, je voulais t'en parler après, mais c'est pas grave si on en parle maintenant. Bah, lors de nos échanges pour préparer notre interview, j'ai su que tu n'étais plus à Paris et que tu es à l'étranger. Je sais pas si on peut dire où tu es ou pas. Je suis en France, à la frontière du Luxembourg, ouais. D'accord, ok. Et du coup, bah, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a décidé de quitter la capitale. Et je te demande ça parce qu'aujourd'hui encore, comme tu dis, dans l'imaginaire commun, artiste ou pas, les opportunités sont concentrées à un seul et même endroit. Donc, enfin, Paris, Marseille, les grandes villes. Pourquoi Ouais. toi, tu décides de quitter la capitale à ce moment-là? Bah, déjà, moi, je viens d'un coin, si tu veux, où les amis que j'ai aujourd'hui, je les avais en maternelle, tu vois. Et ça, c'est un truc, quand tu quittes ça, bah, tu te rends compte que c'est un luxe absolu déjà d'avoir des gens que tu connais par cœur, qui te connaissent par cœur. Tu peux pas gruger, alors qu'à Paris, c'est un peu le côté, je te présente la collection automne-hiver de mes amis 2022, tu vois. Que tu as dit d'ailleurs, je sais plus où tu as dit si c'est un son, une interview, mais ça m'a fait marrer. Ouais, je l'ai déjà sorti celle-là assez Oui. souvent. Bah, de toute façon, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Euh, c'est vraiment ça l'idée. Et tu sais, c'est un peu cliché de le dire, la solitude dans les grandes villes, t'es plein, mais t'es toujours tout seul. C'est un truc que je ressentais. Bon, j'ai quand même passé 10 ans à essayer de struggle dans la capitale et tout, machin.
Mais en vrai, ça me saoulait l'ambiance, c'est dégueulasse, les gens ils sont stressés, ils parlent mal et tout. Je te jure, la première fois que je suis retourné en Lorraine là, j'arrive dans un bureau de tabac, la femme: «Bonjour monsieur, qu'est-ce que» je dis: «Mais elle est chelou ça là, qu'est-ce qu'elle a à être heureuse?» tu vois? Alors que c'est ça qui est normal en vrai, tu vois? T'avais plus l'habitude de ça. J'ai plus l'habitude des tu sais, des rapports humains simples, détendus, mmh. Alors c'est bien parce que j'ai envie de dire le stress et la fast life, tu peux t'en nourrir, tu vois? Mais elle peut te bouffer aussi, tu vois? Et à un moment, j'arrivais à m'en nourrir. Ah non, quand je suis arrivé, elle me bouffait. Après, j'ai réussi un espèce de bras de fer où j'arrivais à m'en servir comme d'énergie et de surfer sur cette grosse vague d'énergie et de stress. Et, et à un moment, ça m'a saoulé parce que, tu vois, voilà, quoi, j'étais loin de mes gens. Et là, c'est Hachi qui me dit: «Ouais, mais tu sais, le Luxembourg est grave en train de se développer depuis que tu es parti. Il y a plein de trucs à faire.» Là, en 2022, c'est devenu une ville d'à côté où j'habite, là, Esch-sur-Alzette, c'est devenu la capitale européenne de la culture. D'accord. Et ils ont débloqué des budgets assez indécents pour développer des projets quoi, culturels. Et il me dit: «Ouais, tu sais, essaye de te trouver un appel d'air ici, tu te fais ta life ici, tu trouves un plan et tout.» Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Et c'était cool d'avoir fait ce move, quoi, parce que bon, en fait, j'ai continué à faire exactement ce que je faisais à Paris, tu vois, c'est-à-dire du mix, de l'enregistrement, euh, avec les budgets luxembourgeois, quoi, tu vois. Hum, Donc là, je suis vraiment content de mon sort, quoi. Je bosse dans un studio d'enregistrement, je me mixe et je me masterise ma musique. Je me suis acheté plein de hardware pour que ça sonne tard l'Amérique et tout. Enfin voilà, je vis vraiment, je baigne dans ce que j'aime, quoi, tu vois. Donc, Et dans le calme en plus, et dans le calme et près de mes gens, quoi. Donc le calcul, c'est avant, quoi. et est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est un peu aussi grâce à Internet que bah, les artistes, ou pas d'ailleurs, peuvent quitter la capitale ou n'ont plus besoin en tout cas d'aller dans les grandes villes et que grâce à Internet, bah, si t'es rappeur par exemple, il suffit d'avoir Spotify, etc. Complètement, je veux dire, en 2022, moi, je suis loin d'être les plus gros streamers, mais tu vois, quand ils sortent les stats Spotify là, de l'année, j'ai 181 000 auditeurs uniques, tu vois. 181 000 personnes sont venues écouter ma musique au moins une fois, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est la taille d'une ville. Effectivement. Et j'avais jamais fait un score pareil de ma vie. Alors que j'étais plus à Paris, j'étais plus dans les délires du game, de la compète, de ci, de ça. Maintenant, je suis vraiment dans un mode, je me fais plaisir, je sors un son quand ça me chante. Je le sors frais, parce que quand tu prépares un album, le temps que les gens l'entendent, ça se trouve, des fois, il a un an, il a machin et tout. Là, tout ce que tu entends qui sort, c'est frais, sorti des tuyaux et tout. Il n'y a pas le temps du son où tu t'en lasses ou quoi que ce soit, Ou de vieillir. de vieillir et tout. Et, et franchement, je préfère grave être dans cette config-là, tu vois. Bah, on est content pour toi. Merci. On est content pour toi. Et je vais revenir un petit peu à l'histoire avec Orelsan et les casseurs flotteurs. Parce que cette histoire s'arrête pas là. Et je le rappelle pour les auditeurs, un jour tu participes à un concours pour faire un remix de No Life. Ouais. Ce qui te ramène à nouveau à Skyrock pour jouer le morceau en live Mhm. avec Orelsan, Nesbill et SwiftGad. Ouais. Ça t'ouvre une porte, un petit buzz sur MySpace. Et quelques années plus tard, on retrouve les casseurs flotteurs avec toi sur C'est beau de rêver. Ouais. Moi, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'une amitié s'est créée entre vous, ou ça a toujours été que professionnel, et que penses-tu aussi de la tournure qu'a pris la carrière d'Orelsan depuis cette époque-là? Alors Gringe, faut savoir que Gringe était venu dans notre coin à l'époque de la Saint-Valentin, tu sais, le morceau qu'ils avaient fait avec Aurel, Oui, pour faire un feat avec des potes à moi de la LS, d'accord. ALS. J'avais rencontré Gringe déjà à l'époque, voilà, de la Saint-Valentin. Le feeling était bien passé. Il était venu chiller chez des potes à moi et tout. Donc avec Gringe, on se connaît de cette époque-là. D'accord. Et donc on s'est toujours croisés comme ça au cours de nos parcours, quoi, tu vois. Puis ben, du coup, effectivement, comme tu dis, on avait toujours cette affinité de mecs de province qui vont pas parler des mêmes trucs que tout le reste du game, qui vont essayer de trouver chacun leur couleur musicale qui correspond. On n'était pas dans les codes, on va dire. Oui. Et, et je pense que c'est ça. Et puis la recherche du bon mot et de la punchline, quoi, tu vois, c'est quand même des trucs qui nous ont Rapproché, on va dire.
ouais, qui fait qu'on se trouve un axe de symétrie, quoi. Et, et ouais, et puis là, pour en revenir à la fin de la question, la carrière d'Aurel, ouais, je m'en souviens, j'avais croisé Aurel à République avant la sortie de La Fête est finie. Et tu vois, il avait l'air en panique et tout. Ouais, j'arrive pas à finir l'album. Je sais pas si ce que j'ai fait, c'est bien et tout. Je dis, ouais, mais toi, t'es vraiment comme les meufs au lycée qui disent, ouais, j'ai pas révisé, qui se tapent 19 sur 20, tu vois. Aurel, c'est ça, c'est le mec, c'est un génie, il calcule trop bien, Oui, trop fort. Et oui. Sachi, il m'a sorti une phrase, il me l'a jamais dit à moi, ça m'a touché. Il m'a dit, Aurel, je ferai écouter ce qu'il raconte à mes gosses pour leur dire, mon époque, c'était ça. Aurel, c'est tellement, c'est une caméra de l'instant, il C'est vrai, capte toutes les émotions, il capte tout le, il est trop, franchement, il est c'est vrai. trop attentif à ce qui se passe, à comment le raconter, à comment le retranscrire. Il a un talent incroyable pour faire ça. Et, Comme tu dis, c'est vrai qu'il sait très bien raconter bah, le moment, enfin la période dans laquelle on vit, et surtout de sa vision à lui, et dans laquelle bah, tout le monde peut se retrouver. Donc c'est un c'est truc tellement tellement... sincère, tellement, tu sais, sa sophistication, c'est une simplicité extrême dans ce qu'il raconte et le faire tellement bien. Il n'y a pas de branlette, il n'y a pas de pas assez, il n'y a pas de trop, tout est bien réglé, c'est pile poil où ça doit être, c'est très très Est-ce fort Aurel. est-ce qu'il y a des artistes que tu as croisés tout au long de ta carrière avec lesquels tu as eu des affinités ou voire même vous êtes devenus potes? Ouais, bah Aurel et Gringe, Youss, pareil, la première fois que je l'ai rencontré, je n'étais pas prêt parce que tu vois, il était très revendicatif dans ses textes et tout, tu sais, je pensais qu'il était chiant alors que Youss, mais tu passes 10 minutes avec, tu te roules dans ta piste tellement il est drôle. Euh, euh, Beaucoup aimé ma rencontre avec Tairo. Tyro, oui. Le mec, c'est une crème de gentillesse, il est super avenant. Le gars, il est venu enregistrer le morceau au studio. Il a souhaité être présent pour le mix. Quand il te dit une date pour le clip, il est là, il est 10 minutes en avance plutôt que 10 minutes en retard. Enfin, c'est un mec super impliqué dans ce qu'il fait Impliqué, oui. et d'une simplicité, d'une gentillesse, quoi, tu vois. Alors que, tu vois, il aurait pu complètement me paternaliser, tu vois. Genre, gros, il a une carrière depuis l'époque de Taxi, il a fait des tournées partout. Enfin, il est vraiment d'une gentillesse et d'une simplicité. Et le son est formidable. Merci, gros. Euh, Taipan, comment t'entends Marc, fondateur du label original Bomb Attack, vous remarque, toi et CHI, et comment tu te retrouves à avoir un son du coup dans le volume 4 de Bomb Attack? Bah, je m'en souviens, après la compile a été sortie, le CD, là, tu sais, où il y a Vinci, Diams, X-Men et tout. Et, dans le fascicule, il y avait son numéro. D'accord. Et je m'en souviens, à l'époque, on est là, on est dans la voiture de mon pote Mousse. Et il y a le numéro, on dit, bah, viens, on appelle. Donc on appelle. Déjà, on entend sa voix reconnaissable entre mille. Tu vois, ben voilà, on est des jeunes rappeurs, tac tac, il me dit, vas-y, rappe un truc. Et à l'époque, je crois, je lui rappe le truc de Gevitsa, là, qui a fini sur la compile Bomb Attack 4. Tu vois, c'est bien, bah, Comme ça au téléphone, tu le rappes au téléphone. Ok. comme ça au téléphone. Je ferai ça, il dit, bah, c'est bien, vas-y, venez à Paris. On se regarde comme des cons. Oh, c'est genre, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, et voilà. Ok, ok. Non, mais c'est trop bien comme quoi, bah, ça tient un peu de choses, hein, qu'il y a le numéro, vous appelez, non, c'est formidable. Et dans ce volume-là, on retrouve de grands noms comme Cynic, Rof, la Scredco, alors qu'à l'époque, ton nom ne tourne pas encore énormément, et encore moins en région parisienne, j'imagine. Mhm. Est-ce que ça a été pour toi, tu l'as vécu comme une sorte d'exposition, et comment tu t'as vécu cette opportunité? Du coup, ça part d'un appel et tu te retrouves avec Rof, Cynic, etc. Dans la même compile. Ouais, c'est bizarre parce que quand je me rappelle de cette époque-là, j'ai même pas l'impression que je me rends compte d'un côté. Et de l'autre, on a déjà tellement bossé de notre côté, en fait, tu vois, on sait qu'on est bon. Enfin, tu vois, on l'est pas en vrai parce qu'on y a encore plein de progrès à faire, mais dans nos têtes, ce que je veux dire, c'est que dans notre tête, on est bon dans le sens où on a déjà passé des heures et des heures et des heures et des heures à le faire, tu vois. Et à ce moment-là, tu sens que tu as ta place dans cette tracklist et que bah, c'est pas si ouf que ça.
pas que c'est pas si ouf que ça, mais que je me dis, eh bordel, on a quand même. Ça tombe pas de nulle part non plus, tu vois. Oui. C'est gros, quand je te dis qu'on a passé des heures et des heures et des heures et des heures à le faire, c'est que quand je te dis que dans le coin où je vivais, c'était désert et qu'il n'y avait rien d'autre à faire, c'est qu'on faisait que ça, quoi. On faisait que ça, que ça, que ça, que ça. Donc, quelque part, à un moment donné, quand tu as les fruits de ton boulot, tu es content, mais tu sais que c'est du boulot, quoi. Oui. Et c'est ça que je veux te dire. Et dans notre tête, on est bon, alors qu'on a encore mille progrès à faire, tu vois. Mais dans notre tête, on dit, bon, au moins, on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Effectivement. Ok. Mais j'ai l'impression que depuis le début de ta carrière également, il y a eu t'as côtoyé plein d'artistes qui sont des références, que ce soit dans les tracklists comme le volume 4 de Bomb Attack ou en featuring. Mais on a quand même la sensation que tu te retires quand les choses commencent à prendre de l'ampleur pour toi. J'ai su que tu as fait plusieurs pauses. Comment tu vois ça? Est-ce qu'on peut parler de concours de circonstances dans ce cas-là? Non, même pas, je pense que c'est vraiment... Alors moi, autant j'adore faire de la musique, autant je déteste tout ce qui est game, calcul. Et puis même, j'ai envie de dire, quand je commençais à voir comment ça transformait la vie des gens, la notoriété, tu vois, c'est pas un truc qui m'a forcément plu et qui m'a forcément appelé, dans le sens où, je sais pas, je vivais des scènes comme ça où je dis, putain, c'est ça ma vie. Je vais finir comme Jim Morrison, démonté sur scène à pisser sur mon public, tellement je vais finir par mépriser les gens. Et parce que j'aime bien les gens, mais j'aime pas les foules. Les Oui. foules, c'est chelou, tu vois. Les beaucoup de gens, c'est quand même un truc bizarre. Et je me souviens, je commençais à vivre des trucs un peu chelous par procuration, c'est-à-dire, je sais pas, des petits exemples comme une fois, dans un restaurant, il y a Youss, il fait son anniversaire, et il y a des gens qui viennent, on est à table, on est en train de se faire servir à manger, tu vois, puis des gens qui arrivent, ouais, Youss, je t'adore, nana, on peut faire une photo. Je dis, bah là, tu vois bien, là, on est en famille, les plats, ils viennent de tomber sur la table et tout. Euh, Youss, en plus, c'est une crème, faut dire, humainement avec les gens, il a une patience, une gentillesse. Il dit, ben, tu sais quoi, va finir ton plat, je finis le mien, on tape les photos après, tranquille. Ah ouais, mais nous, on n'est pas dans le restaurant, en fait. Donc, en fait, t'étais même pas dans le restaurant, t'es rentré dans un resto, tu veux emmerder des gens qui sont à table. Et tu vois, moi, c'était une scène que j'ai vécue comme ça, alors que lui, c'était son quotidien. Genre, pour faire 100 Oui. mètres dans la rue, ça devient un véritable calvaire. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, l'anonymat, c'est un luxe en vrai, tu vois. Oui. C'est vraiment un luxe. Et quand tu as des petits gamins, là, ils sont là, ils disent, ouais, je voudrais être célèbre. Ouais, mais tu voudrais faire quoi pour être célèbre? Ben non, je veux juste être célèbre dans l'absolu. Sans rien derrière. C'est le raisonnement le plus débile de la Terre, parce que la célébrité, si tu veux, c'est peut-être la condition sine qua non pour faire vivre ta musique ou ton art. Mais en soi, c'est la contrainte. En fait, c'est la tartine de merde, c'est le mal nécessaire pour, pour faire vivre ce que tu fais, quoi, tu vois. Et moi, je le vivais vraiment comme ça. Je dis, autant j'adore la musique, autant la faire et tout, la pratiquer, c'est un vrai plaisir. Autant après, derrière, devoir me taper toutes ces contraintes-là pour qu'elles vivent, tu vois, c'était vraiment pas un truc qui m'attirait. J'ai un autre exemple comme ça. Je vivais déjà à Paris et tout, et je reviens en Lorraine avec Youss, encore une fois, dans la tournée. On arrive à Nancy, à l'autre canal, faire un concert et tout. Et, et je m'en souviens, après le concert, tu vois, on fait une séance de dédicace et tout. On sort de la salle dans le hall d'entrée où tu vas aller signer les autographes. Et là, tu as 3000 personnes, tous les regards convergent vers toi et tout. Je trouvais ça super oppressant, tu vois. J'ai pas assez d'ego, on va Oui. dire, pour bicher d'une scène comme ça, tu vois, pour prendre Mhm. du plaisir à ça. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui seraient peut-être un peu plus narcissiques, qui seraient au sommet de leur vie sur une scène comme ça. Moi, j'avais trouvé ça archi oppressant et je trouvais pas que c'était un truc super souhaitable, en fait, de, 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 d'avoir ça au quotidien. Je pense que ça peut facilement te faire vriller, quoi, tu vois. Mais Oui, je très, comprends. très facilement. Tu sais, c'est comme des friandises, hein. Un peu de friandises, c'est bon, mais trop de friandises, ça va te pourrir de l'intérieur. Et là, Mhm. c'était effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de friandises, tu vois. Ne jamais être dans l'excès. Et est-ce que, du coup, c'est grâce à ça que tu as voulu te retirer,
te faire ces pauses à ces moments-là? Alors les pauses, c'était même pas pour cette raison-là, c'était vraiment, tu sais, je vivais encore, si tu veux dire, dans le fantasme des années 90 où un gars, il pouvait partir 4 ans et refaire un album où il avait vraiment pris le coup de bosser son art et vivre des choses surtout. Parce Oui. qu'entre-temps, quand tu sors un album, bah, tu as tout dit ce qui représentait une période, en tout cas, tu as essayé. Et donc tu te dis, bon, bah, soit je reviens dans 6 mois et finalement, j'aurais pas trop évolué ni dans ma tête, ni dans la pratique de mon art. Effectivement. Et soit, tu vois, je sentais qu'il fallait que je vive des choses et que je progresse dans ce que je fais, tu vois. Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est une vision, on va dire, d'artiste. Et puis derrière, tu as un producteur qui va dire, ouais, t'es bien gentil, Coco, mais j'ai mis des billes dans ton truc. Maintenant, tu produis, quoi, tu vois. Et donc, il y a un peu ce clash entre les besoins de l'industrie puis les besoins de l'artiste, quoi, tu vois. Donc toi, tu le vivais pas vraiment comme une pause, mais c'est juste le temps de, comme tu as dit, de revivre des choses. C'est juste de travailler à un album et vivre des choses, ça fait partie du travail de cet album-là. Bah, c'est ça. S'il faut avoir des choses à raconter, il faut avoir des choses qui se soient passées, que tu as pas déjà dites, que tu vois, faut Oui. se renouveler, faut, tu vois. Ok, ok, Et je puis en plus, comprends. si tu veux, je suis sorti dans une période un peu bâtarde où c'était la fin de l'industrie du disque et le début du streaming, Le tu vois. début du Donc streaming. nous, on est sorti en plein dans ce gros nuage où on savait pas encore où l'industrie irait, tu vois. Qui fait que à un moment donné, j'ai peut-être pas eu le succès que j'aurais eu si l'industrie du streaming, elle était déjà mise en place, tu vois. Euh, je pense l'album que j'ai sorti en 2012, s'il était sorti en 2019, tu vois, peut-être ça aurait été autre chose, tu vois, ma vie. Carrément, effectivement. Je me suis fait la même pensée et malheureusement, il y a plein d'autres artistes qui sont dans ce cas-là. Je pense effectivement, à chaque fois, je me dis, je prends un exemple de Nesbill et je me dis si Nesbill était à l'époque du streaming, ça aurait été carrément autre chose, par exemple. Après, c'est pas la solution à tout, parce que bon, bah, tu as des mecs comme Nekfeu qui sont arrivés là, tout l'entourage d'ailleurs, tout, Aurel qui a traversé ce nuage avec brio et tout. Donc c'est pas non plus la solution à tout et la baguette magique, mais ouais, des fois c'est une petite réflexion que je me fais, ouais. Oui, je comprends. Et en parlant de l'entourage, on va s'arrêter rapidement sur les rap contenders, juste avant de parler d'Enfant Indigo, si tu le veux bien. Moi, en RC, tu me fais rire. Je me tape littéralement énormément de barres. Et, euh, et ce que je veux savoir, c'est comment tu te prépares quand tu tombes face à, par exemple, un Aesop qui, lui, est beaucoup sur la technique, sur les rimes, qui veut lâcher barre sur bars et qui a un style différent du tien. Comment tu prépares ce genre de... Bah, déjà, moi, en tant que public, je suis pas très sensible aux mecs tu sais, combatifs, vénères sur scène, tu sais, parce que je dis toujours, si je suis vraiment vénère sur quelqu'un, je lui écris pas une poésie, on se met, quoi, tu vois. Euh, donc, si je suis là, c'est que forcément, je suis là en train d'affronter un copain ou quelqu'un que je respecte, donc je rigole, quoi. Et moi, ma technique, si tu veux, c'est en vrai, je construis un personnage qui sera vraisemblable. J'aime pas me servir de choses vraies et Dieu sait que je comprends pourquoi il y a des juifs qui ont fini dans des trains parce que, gros, je te dis, à chaque fois que j'ai battle quelqu'un, t'as des mecs dénonciations calomnieuses sur les réseaux. Ouais, j'ai des dossiers sur lui. Si tu veux, je te raconte ci, je te raconte ça. Je m'en souviens quand j'avais battle Madou, il y a un gars qui était venu, ouais, le gars il a coulé son restaurant, tout ça, nana. Je dis, mais gros, je vais pas faire des rimes sur l'URSSAF, putain, tu vois. Donc moi, je me sers pas trop du vrai, je me sers du vraisemblable. C'est-à-dire que Oui, je crée un personnage que les gens vont avoir envie de croire à ce moment-là, quoi, que tout ce que je dis, c'est possible. Mais si j'avais effectivement des vrais dossiers sur quelqu'un, et j'en ai, je m'en servirais pas, tu vois. Je m'en servirais pas parce que je sais pas, ça se fait pas, tu vois. Euh, je reviens sur le cas de Madou, le gars qui m'a sorti ça. Je dis, mais gros, toi, t'as déjà montré une boîte. Enfin, tu sais comment c'est dur ouais, de. ouais, carrément. Et derrière, il en a remonté 3 des boîtes. Donc, tu vois, le mec est combatif. Le gars, il se remonte les manches dans la vraie vie. Je vais pas aller tacler un truc comme ça. Et, et voilà, quoi. Enfin, tu vois, j'aime pas trop me servir de ces choses-là. Tu vois, si j'avais vraiment des dossiers compromettants, je lâche pas, je lave pas mon linge sale en En public. public. Je comprends, je comprends. Et
Non, mais moi, comme je l'ai dit de façon, ça me fait rire. Et je me rappelle celui face à Enjoy, où on entend le rire de Daddy derrière tout le long, dès que tu balances une phrase. Et moi, je suis comme ça derrière mon écran. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'un bon rappeur ne veut pas forcément dire qu'il est fort en RC. Et l'inverse est vrai également. Complètement, ouais. Donc toi, comment tu prépares ton RC et comment tu l'écris? J'ai l'impression que je m'en suis. À chaque fois, alors, quand j'écris un battle, on va dire le premier couplet, il doit tomber dans le jour qui suit euh, l'annonce de qui je dois battle. Dès que je m'y mets là, si j'ai pas un couplet direct qui me tombe là, en tout cas l'équivalent d'un couplet, parce qu'après ça peut être dispatché dans les 3 rounds et tout, mais je sais que très vite comme ça, j'ai très vite des idées là qui me viennent, ta, et on va dire je vais avoir un tiers de mon battle le premier jour comme ça, claque, et après je rame pour la suite. D'accord. Parce que j'ai un côté super explosif d'un coup, et après je galère. Et après je galère, et donc après ça vient les jours d'après où je dois trouver les autres angles, les autres machins et tout. Mais je sais que j'ai un côté instinctif assez rapide qui va me prendre au moins un tiers de ce que je dois donner, tu vois. Donc tu as déjà une bonne base. Je me souviens quand j'ai battle Enjoy, le premier couplet, qui est devenu le deuxième pour le coup, parce que le premier, je battle tous les autres. Oui. Mais le deuxième couplet, donc tout suit sur le colonialisme, il m'est tombé les 10 minutes après l'appel de Madou. Genre, je l'ai fait en freestyle dans ma chambre, j'ai trouvé tac, 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 et il est tombé, je te dis, dans la demi-heure. Et comment t'es venu cette idée de battle tout le monde, à part Enjoy, j'ai l'impression, au premier couplet? Bah, je voulais le battle sur le fait qu'il était inconnu et qu'il me filait un mec encore moins connu que moi sur la carte. Ouais. Et je dis, ben, plutôt que parler de lui, autant parler de tous les autres, quoi. Mais toi, ce que tu fais, c'est un peu du roast. C'est au-delà du rap contender, parce que c'est humoristique, il y a des blagues et tout, tu pourrais roaster carrément. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est complètement ça. C'est quelque chose que tu connais, que tu suis aussi, les roasts. Bah, il y en a plus aux États-Unis qu'en France, mais c'est quelque chose qui t'intéresse? Bah, pour moi, c'est le même taf en vrai. Ok. C'est le même taf. C'est le même taf. C'est encore une fois, ça dépend de l'humeur, mais c'est concrètement la même chose, ouais. Ok, ok. Bah, parce qu'il y en a qui le voient pas du tout comme ça, qui le prend sérieux au premier degré, comme tu as dit. Et c'est ça ici qui fait ta différence. Est-ce que tu penses que bah, le public, et quand je dis le public, je parle de moi bien sûr, aura la chance de te voir sur les prochaines éditions? Parce que moi j'ai trop envie de te voir. Merci, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah là, j'ai battle Bramzo il y a pas longtemps, ça devrait sortir. Ok, ok. D'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur adversaire que j'ai eu, dans le sens où c'est celui qui m'a sorti les meilleurs angles auxquels je m'attendais pas. On sent qu'il a mis vraiment de l'amour pour le coup, tu vois. Donc c'est l'adversaire dont j'ai préféré la performance, quoi. Ok, mais je t'ai vu. Presque je lui donne, c'est à revoir, mais avec le recul, alors que j'adorais ce que j'ai fait, je crois que je lui donne. Je lui donne même dans ce cas-là. En tout cas, c'était un beau battle. Et ouais, à chaque fois, bah, je fonctionne à l'adversaire. Là, si tu me files un gars qui me motive, que j'ai pas encore fait, que ça va m'inspirer des angles directs, euh, allons-y, quoi. Est-ce que tu suis ce qui se passe aujourd'hui dans le rap français ou plutôt francophone? Pas trop. Non. J'ai des gars que j'aime bien, j'ai des gars que j'écoute, mais après, je suis pas très au fait des sorties et tout. D'accord. Dernier truc que j'écoutais, c'était la mixtape de Dean, là, et Saboteur, des gars de son label. Oui. Je trouvais ça très chaud. J'ai toujours été un gros fan d'Alpha One. J'écoute toujours les projets d'A2H. A2H, c'est un mec, on a commencé ensemble à faire une tournée qui s'appelait Can I Kick It. J'ai vu son évolution musicale. Enfin, le mec est monstrueux, quoi. Ah, j'avais jamais fait la réflexion, mais en vrai, avec A2H, pardon, il y a un univers qui est assez proche. Ouais, on s'entend sur pas mal de choses, ouais. Et il y a des gens avec qui tu aimerais collaborer, là? Ouais, plein, hein, plein. À deux, on n'a jamais fait un morceau tous les deux. On a le morceau Allume la lumière qui est avec Alpacha. Oui.
Ouais, il y a plein de gens dans l'absolu. Jazzy Bass, j'aime beaucoup. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu encore. Non, je cours plus après les gens, là, c'est relou, les quémant des défis, tout ça, je fais pas, ouais, c'est pénible. Tu trouves ça chiant, mais dans quel sens? Ah, courir après, demander des trucs. Ouais. J'aime bien quand je demande rien à personne, moi, ça me va. Mais t'as l'impression, enfin, parce que je sais que entre certains rappeurs, c'est pas quémandé, c'est juste on s'entend bien, viens, on travaille ensemble. Ouais, C'est pas dans le sens où s'il te plaît, viens, on fait un feat. C'est plus dans hey, on se kiffe, travaille ensemble. ouais, j'ai toujours peur de faire chier les gens, moi, quand je demande un truc, je dis, ah, c'était quoi, vas-y, c'est bon. Mhm. Bah, peut-être qu'on loupe des bonnes choses. Ouais, peut-être, ouais. La semaine dernière a été diffusée la quatrième saison de AF Inzerm. Je sais que tu suis ce nouveau genre de divertissement dans le rap. Est-ce que ça te parle comme concept ou est-ce que c'est possible de te voir un jour dans ce type d'émission si imaginons qu'Abba et Gigi font appel à toi? Ouais, les gauleries, ouais. Les gauleries, l'émission, j'aime bien. Ouais, si tu m'appelles, j'y vais, elle est marrante, leur émission. Tu te vois taper des barres et surtout que sur les dernières saisons, il y a beaucoup de mélanges. On peut voir Rimka avec Gazo, avec Mhm. Abba et Gigi. Euh, J'aurais peur d'être imposteur, parce que j'ai arrêté de bédave après Parlons Bœuf. Ah, bah là on a des scoops. Mhm. Ok, ok. Enfin, j'ai arrêté de bédave, dit-il, alors qu'il a un vapeau devant la gueule et un truc de weed. Mais, mais... non, mais j'ai arrêté de bédave comme à l'époque, Oui, oui, oui. T'as diminué ta consommation. ou fortement, c'est-à-dire que je suis même plus à un bédo par jour, tu vois. Puis d'ailleurs, D'accord, c'est plus un bédo, je suis en vapeau et tout. Non, d'accord. mais moi, je suis passé au psychédélique. Ok, et c'est plus pour la musique ou c'est un choix personnel? Bah, tout, là, j'ai fait pas mal d'expériences d'ayahuasca, j'ai pris champignons, LSD, tout ça et tout. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que du coup, c'est à la fois plus puissant, parce qu'avec la weed, il y avait un côté, on va dire, pantouflard qui s'est installé entre nous, où tu fais ça, il n'y a plus vraiment de relief dans ta vie, vu que tu bédaves tout le temps. Donc, Oui. il n'y a, y a plus de différence avec. Tu sais, c'est quand j'étais pas sous influence qu'il y avait un effet. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je C'est comprends. quand tu fumes tout le temps, bah, c'est quand tu es net que tu as un effet par rapport à la norme, tu vois. Je comprends tout à fait. Et c'est ça que j'aime bien avec les psychédéliques, c'est que tu peux pas faire ça tous les jours, tu vois, c'est vraiment des rituels. Et donc je fais ça une fois par mois, une fois tous les 2 3 mois, et puis du coup tu montes beaucoup plus haut et de manière beaucoup moins fréquente. Ok. Il y a un vrai relief pour le coup, quoi. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a tout, chez, chez les Amazoniens, tu vois, il y a vraiment tout un côté sacré dans ces pratiques, tu vois. Ils appellent ça les plantes enseignantes et oui, c'est des expériences complètement transcendantes qui t'amènent au bord du mystique là et tout, des sorties de corps, fractales géométriques, tout ça et tout, c'est des expériences fascinantes. Donc si tu veux, j'ai l'impression que la weed c'est un peu un marchepied vers ces expériences-là et qui sont à la fois, ben, comme je te dis, beaucoup plus rituelles, donc beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus encadrées Oui. et beaucoup plus puissantes. Ok. C'est intéressant. Et ça t'arrive d'aller directement au studio, ça te procure des inspi ou voire pas du tout. Peut-être que je Ah te... non, quand tu fais ça, encore une fois, c'est rituel, c'est-à-dire on fait Ouais. ça en cercle, ça dure toute la nuit. C'est Ah oui, ok. dans la tradition chamanique D'accord. péruvienne Shipibo, quoi, tu vois, genre Oui. vraiment le truc, c'est une cérémonie, mais par contre, il y a de plus en plus de travaux en neurosciences qui prouvent que ça t'interconnecte les neurones de manière beaucoup plus dense et donc beaucoup plus interconnecté. Et donc, pour les jours qui suivent les cérémonies, effectivement, ça t'amène beaucoup de choses d'un point de vue créatif, Ouais. d'un point de vue philosophique, d'un point de vue même de ton équilibre euh, euh, psychosomatique, quoi. Tu vois, c'est un truc qui te connecte, qui à la fois t'ancre dans le sol et te connecte au ciel, quoi. Tu vois, c'est des Ouais. belles pratiques, c'est des belles cérémonies. Ok, ok. On va parler rapidement d'enfants. Bah, rapidement, pas du tout. On n'est pas obligé de parler rapidement. On va parler d'enfants Indigo. Le son est sorti il y a quelques jours. Et encore une fois, bah, on retrouve ce côté hyper mélodique dont je te parlais au début. Un refrain chanté qui reste un petit peu en tête. Et en le réécoutant,
Et en faisant bien attention aux paroles, j'ai trouvé que le son était vraiment ego trip pour moi. Je l'ai vécu comme ça en tout Ouais, cas. Je trouve que mélanger ces deux ambiances est un exercice dans lequel toi, tu es plutôt à l'aise, j'ai l'impression. La mélodie et l'ego trip. ouais. Puis c'est même pas, alors je dirais pas un ego trip, je dirais il est plus lifestyle, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas de thème. Mais ego trip pour moi, c'est quand tu vas, tu sais, t'es un peu dans la compète à dire t'es le meilleur, t'es le meilleur. Bon, il y en a peut-être un ou deux des rimes comme ça qui traînent dedans, mais c'est plus, ouais, c'est plus du lifestyle. C'est je raconte ma vie sans trop cadrer, quoi. Ça peut partir dans toutes les directions, mais bah, comme il disait Booba, quoi, puzzle de mots et de pensées, quoi, tu vois. Oui. À première vue, moi, le titre me parle pas forcément, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce titre-là, cette référence? Ouais, pour en revenir aux psychédéliques, c'est les enfants indigos, c'était un peu les enfants de tous les pionniers psychonautes, tu vois, les gars qui étaient un peu perchés dans toutes ces choses-là dans les années 60 et tout. Et donc, qui ont reçu cette éducation super ouverte euh, de leurs parents complètement perchés, tu vois. Euh, et, et quand je dis perché, c'est même pas un terme péjoratif, c'est vraiment. Et donc, je me sens comme ça, je veux dire, j'étais élevé comme ça, quoi. C'est-à-dire une maman super permissive qui avait fait des expériences elle-même, tout ça, qui voulait être peintre et tout, qui m'a mis très vite dans l'art et les choses là. Et le morceau parle pas mal parle pas mal de ça, quoi. Je suis dur à saisir comme un curandero ou comme un curandero, tu vois, c'est curandero, c'est les chamans, les guérisseurs en Amérique du Sud. Ok. Et, et ouais, ouais, il y a deux, trois petites références à ça, ouais. Moi, suite à ça, moi j'ai fait quelques recherches et je conseille également les gens qui nous écoutent de taper le titre sur Google. Moi, ça m'a permis de faire ma propre interprétation. Du coup, entre la référence et le contenu du son, j'étais obligé de faire une sorte de parallèle. Moi, je lis ça comme si tu venais dans le game sauver le rap parce que ce que j'ai trouvé sur les enfants d'Igo, c'était une sorte d'enfants nés dans les années 80, je crois, qui vont pouvoir aussi sauver l'humanité. Je sais pas si toi tu l'as vu comme ça aussi ou pas du tout. Alors, sauver, c'est un bien grand mot, mais ouais, effectivement, c'est ceux, on va dire, qui avaient reçu, Éveillé. voilà, je suis vraiment partisan de dire que au début, les premiers gens qui tapaient ces choses-là, là, quand c'est sorti d'Amérique du Sud, les plantes enseignantes, les champignons, l'ayahuasca et tout, c'est arrivé dans la culture occidentale par le LSD, qui était finalement une psilocybine de synthèse. Les premiers qui essayaient ces choses-là, c'était des mathématiciens, des architectes et des penseurs. Enfin, c'était pas des cons, les gens qui. Si tu lis Les portes de la perception d'Aldous Huxley, euh, euh, enfin, tu te rends compte que les premiers praticiens de ces trucs-là, c'était des gens qui voulaient un peu transcender leurs facultés cognitives et aller voir au-delà des restrictions mentales qu'on peut nous imposer, tout ça et tout. Hum. Et enfin, il faut savoir aussi que c'est des choses qui sont ni addictives ni toxiques pour le corps, mais qui sont en revanche archi puissantes. Donc il faut vraiment faire ça Faut faire gaffe quoi. de manière cadrée, pas prendre la voiture évidemment. Enfin, tu as des trucs très cons, mais enfin, c'est pas du tout des substances récréatives. C'est vraiment un truc pour vivre une expérience transcendantale, hors du corps, voir des choses, sentir des choses que tu sens pas d'habitude. Et donc, quand tu fais exploser toutes tes barrières, toutes tes limitations, tous tes carcans mentaux, euh, bah forcément, je suis quand même tenté de dire que ça crée un club de gens qui vont être plus sensibles au vivant, qui vont être plus attentifs à leur prochain, j'ai envie de dire, un petit peu plus. Ça peut en tout cas vraiment, vraiment être salutaire pour l'humanité. Dans le morceau Troisième œil, je dis filer du LSD à tout le monde, dans 2 semaines, il n'y a plus de guerre. Je pense sincèrement que qu'il y a un chemin de non-retour, c'est-à-dire il y a un niveau de saloperie que tu pourras plus faire quand tu as vu ces choses-là, tu as vu ce qu'il y a au-delà du voile, tu vois, du voile de la réalité, tu vois, et tu saisis un truc. Moi,
Moi, je dis tout le temps, la religion, ça sert à savoir que Dieu est grand et les psychédéliques à sentir à quel point, tu vois. Parce que tu vois vraiment à quel point Allahu Akbar, quoi, tu vois. Dieu est grand, mais d'une force. Et quand tu ressens cet infini amour, cette infinie sagesse, tu sais, tu reviens de ça, tu te sens vraiment comme un petit moustique de merde, tout plein d'amour, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais aller emmerder les gens? Qu'est-ce que je pense vraiment qu'il y a effectivement, quand tu disais que les enfants indigos, ils seraient là pour sauver le monde, c'est peut-être un titre un peu prétentieux et j'y crois pas moi-même. Mais en tout cas, comme je dis, il y a un niveau de saloperie que tu peux plus Ouais. atteindre, quoi. Oui, oui. Et si on fait le parallèle du coup avec le rap, tu viens un peu dans le sens dire que bah, éveiller un peu les consciences, voire pas forcément des artistes, mais des auditeurs. Non, j'ai pas cette prétention-là. Moi, je rapporte juste vraiment comment ça m'a servi à moi. Et Oui, c'est un plat, si tu as envie de t'en nourrir, nourris-toi-en. Et si ça ne te parle pas, il y a d'autres portes, il y a d'autres oui. manières, il y a d'autres écoles, il y a Mm. d'autres dojos. Mais j'aimerais vraiment pas arriver en tant que écoute-moi, nanani, nanana, je vais te donner, je vais te montrer la voie. Il y en a mille des voies et tout. Mais en tout cas, je propose un plat. Si tu as faim, nourris-toi-en. Et sinon, tranquille, laisse-le pour quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas de problème, quoi. Taipan, est-ce que tu nous prépares quelque chose pour 2023? Ouais, j'ai plein de morceaux là dans les cartons, mais encore une fois, je vais les sortir. Je pense pas sortir un projet. D'accord. Comme je dis, je sors un morceau après l'autre. Des singles. J'ai mon prochain morceau qui arrive là, peut-être il sera déjà sorti quand le podcast sortira, qui va s'appeler Ta dose. On a une date? Ouais, ça va être dans 2 semaines là, je pense. Ok, Le ok. morceau est fini là, je vais l'envoyer. Ok, peut-être ça va être juste après ou en même temps, donc ça tombe Ouais, bien. ta dose là qui parle de tous les doses qu'ils essayent de nous foutre en ce moment, si t'as capté. Oui, 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 ok. Bah, on a hâte de découvrir ça. Bah, si tu veux, je peux te l'envoyer, ouais, je t'enverrai ça. Bah, avec grand plaisir. Mm. Avec grand plaisir. Taïban, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à J- toi. J'espère que tu as passé un bon moment surtout. Ouais, c'était cool. Et bien, merci beaucoup. Merci Khalil, Merci à toi. à bientôt. Ciao.